Bienvenue à tous. L'OMS tire la sonnette d'alarme sur la nouvelle vague de Covid-19 qui frappe l'Europe. Les autorités sur ce continent mettent en place de nouvelles mesures qui suscitent la colère des populations. L'Afrique, malgré son faible taux de vaccination, est moins touchée que le reste du monde. Mais cela n'empêche pas les experts de continuer à pousser pour une vaccination plus accrue des populations, surtout avec des statistiques qui font défaut dans les zones les plus reculées. Une tâche qui s'annonce encore plus difficile puisqu'un relâchement a été noté un peu partout, même si on n'est pas à l'abri d'une nouvelle poussée sur le continent, selon les spécialistes en santé publique. Beaucoup craignent néanmoins que la nouvelle vague de contamination en Europe, qui pousse les gouvernements occidentaux à encourager la prise de doses de rappel, ne rende le vaccin encore plus inaccessible en Afrique. Comment booster le taux de vaccination en Afrique et faciliter l'accès aux autres types de traitements à venir, comme les comprimés qui seront mis sur le marché par Merck et Pfizer? Comment le suivi des maladies non transmissibles est-il affecté par la pandémie? Réponse avec nos invités. Alors qu'en Occident, les adultes sont encouragés à prendre leur dose de rappel et la vaccination est désormais ouverte aux enfants de 5 ans et plus, en Afrique, la campagne est encore à la traîne. La Centrafrique, par exemple, n'a vacciné pour l'heure que 7% de sa population contre le Covid-19. Pour les autorités sanitaires de ce pays, le deuxième le moins développé du monde selon l'ONU et en guerre depuis 2013, le défi est autant de se procurer le vaccin que de convaincre les gens de sa nécessité. Suivons cela dans ce reportage relaté par John Linden. Dans la chaleur moite du petit hôpital de Bimbo, en périphérie de la capitale Bangui, Marie-Chantal s'est finalement laissée convaincre comme la dizaine de personnes qui patientent pour recevoir une dose. Il n'y a rien là-bas chez nous. Mais comme on nous a appelé qu'on doit venir ici, c'est pour cela que je suis venue. Bon, pour faire vacciner. Je n'ai pas fait le premier dose ni le deuxième. C'est la troisième, qu'on appelle quoi? AstraZeneca, voilà. Johnson, non? Si à Bimbo, la population adhère petit à petit à la vaccination, c'est grâce aux efforts de sensibilisation, notamment de l'ONG internationale Alima, qui opère principalement en Afrique et mène des campagnes de vaccination dans les zones difficiles d'accès. La vaccination Covid, c'est vraiment nouveau. Alors du coup, il y a beaucoup de rumeurs autour de ces antigènes. Alors il fallait vraiment essayer de répondre à ces rumeurs, ce qui a poussé à ce que les gens viennent adhérer massivement à cette vaccination. En Afrique, les réticences face au vaccin se font ressentir un peu partout, bien qu'elles soient différentes d'un pays à un autre, explique Mélanie Tarab, responsable médicale Afrique pour Alima. Malgré les fausses nouvelles véhiculées sur les réseaux sociaux à propos du vaccin, il y a aussi comme une prise de conscience au niveau de la population. Certaines personnes acceptent maintenant de se faire vacciner. J'accepte aujourd'hui de venir me faire vacciner parce que le vaccin est très important et c'est le meilleur moyen de se protéger contre le Covid-19. Cette maladie a donné beaucoup de peur aux gens et du coup, c'est la meilleure façon de se faire protéger, d'être accepté, de se faire vacciner. Dans les rues de Bimbo, l'épidémie se fait discrète. Les masques sont obligatoires uniquement pour entrer dans les bâtiments officiels de Bangui, à quelques kilomètres au nord. Le ministère de la Santé a distribué 2 millions de masques, mais personne ne les porte. Se désole Richard Foting, coordinateur santé de l'OMS à Bangui. Autant dire que beaucoup d'efforts restent à faire dans le domaine de la sensibilisation.
Sur le plan social, les gens n'ont pas vite adhéré à cette maladie. Ils ont vu que c'était seulement une flatterie, mais avec la sensibilisation, avec la mobilisation de la communauté à travers l'ONG Alima, après ils ont commencé à y croire avec les décès qui commençaient à être déclarés et les cas positifs signalés par le département, les gens commençaient à prendre conscience. Les chiffres avancés par le ministère centrafricain de la Santé font état de 12 000 cas recensés et 101 décès pour près de 5 millions d'habitants depuis le début de la pandémie. Le ministère dit également avoir vacciné à ce jour près de 23 000 personnes dans tout le pays. En septembre, l'OMS estimait que l'Afrique faisait face à un déficit de 470 millions de doses. Merci beaucoup, John. Et à présent, nos invités, trois médecins. À Brazzaville, le docteur Tierno Baldé, responsable adjoint de l'intervention d'urgence pour le bureau régional de l'OMS en Afrique. Ici aux États-Unis, à Cheverly, dans l'État du Maryland, le docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George. Et à Rockville, toujours dans l'État du Maryland, le docteur Aimé Rurangwa, experte en santé mondiale, coordinatrice pour l'Éthiopie au programme américain PEPFAR. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, docteur Baldé. Dans plusieurs pays africains, on note une tendance baissière assez significative. Pourquoi doit-on quand même rester vigilant sur le continent ? Merci bien pour l'opportunité. Je pense que vous l'avez mentionné aujourd'hui, on est en train d'observer une augmentation assez importante et très inquiétante des nombres de cas de Covid-19 et de décès dans d'autres pays qui sont très connectés avec l'Afrique, donc notamment en Europe. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui nous amènent à nous dire ici que la prochaine vague aussi peut toucher l'Afrique ici. Et vous savez, si on prend un certain recul temporel, pendant les 2 dernières années, on a eu plusieurs pics et ces pics-là se passaient généralement autour du mois de décembre, janvier et aussi pendant le mois de juin et juillet. Donc là, on est à notre 3e vague pratiquement si on prend toute la région africaine. Là, on est en train donc d'attendre cette 4e vague-là et tout porte à croire que celle-là aussi va devoir arriver donc avec la période festive surtout où on va observer énormément de mouvements de la population, énormément donc aussi de mobilisation de personnes pour des activités festives ou bien des activités religieuses. Alors donc, là, justement, la nouvelle du jour, c'est l'apparition de ce nouveau variant en Afrique du Sud. Oui, absolument. Donc ça aussi, c'est une autre hypothèse. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, un des scénarios que nous anticipons aussi, c'est effectivement donc l'arrivée de nouveaux variants, comme on a vu avec le variant Delta, parce que nous savons bel et bien que le virus, il continue encore à circuler et la mutation de ce virus-là peut arriver à tout moment. Donc c'est un élément que nous avons appris aussi, que nous surveillons donc avec beaucoup d'attention, tout comme aussi toutes les autres variants ou encore toutes les autres mutations potentielles. Il y a une emphase très importante qui est mise actuellement sur le séquençage donc génomique ici dans la région africaine avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires donc pour pouvoir avoir cette surveillance génomique-là qui est effective, donc renforcer des capacités dans ce sens-là. Alors, docteur Konaté, certains pourraient se posent déjà la question sur la pertinence d'une vaccination de masse en Afrique, puisqu'il reste quand même le continent le moins touché. Que répondez-vous à ceux qui tiennent un tel discours? Merci beaucoup, Monsieur Dia. Bonjour, cher docteur, et bonjour à toute notre audience. Je pense que la vaccination se doit de rester en place. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une recrudescence des cas. Et nous sommes menacés, certains pays occidentaux déjà sont menacés par une 5e vague. Et comme vous savez maintenant, avec la globalisation, les populations se déplacent. Et avec les populations, le coronavirus se déplace. Et donc c'est très important encore que ces vaccinations de masse soient encouragées, que l'accès aux vaccins soit encore prôné pour que tout le monde ait l'opportunité de se faire vacciner. Dans le documentaire que vous avez fait passer au début, il y a la dame qui a accepté de se faire vacciner, mais elle va au centre et il n'y a pas de vaccin. Donc la question de l'accès est très importante. En Afrique, malgré que nous n'ayons pas trop de cas symptomatiques,
Est-ce parce qu'il n'y a pas trop de statistiques en ce propos? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques que nous ne détectons pas? Est-ce une question de dépistage? On ne le sait pas. Mais le fait est qu'il faut rester vigilant. Il faut continuer à prôner les vaccinations de masse parce qu'on l'a vu, le vaccin, ça marche. Diminution des nombres de décès, diminution des nombres d'hospitalisations et diminution aussi des cas sévères. D'accord. Alors, donc, voilà. Dr Rangwa, un taux de vaccination d'à peine 6%, moins de 6%, des chiffres du Covid relativement bas comparés à d'autres régions. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, effectivement, selon CDC Africa, seulement 1% de la population africaine est vaccinée pour les 2 doses et 2,5% ont déjà reçu au moins la première dose, tandis que l'Europe a un taux de plus de 50% et les États-Unis, eux, bon, ils sont vraiment avancés avec la 2e dose et maintenant avec la 3e dose. Je pense que pour mieux comprendre la cause de cette disparité, il est important tout d'abord de reconnaître que l'Occident est en majorité la source du vaccin et son principal fournisseur. Tant que l'Afrique serait à l'extrémité réceptrice de la relation, il est injuste de s'attendre à ce qu'elle progresse autant que l'Occident vis-à-vis des taux de vaccination. Tout cela mis à part, cependant, l'Afrique est un continent composé de 54 pays différents, avec 54 histoires différentes de lutte contre le Covid-19 et aussi 54 différents chemins pour arriver à se rétablir. Pour vous, est-ce qu'il faut encourager donc la production des vaccins en Afrique? Oui, bon, j'allais y arriver au fait, comme tout pays est un peu différent, juste en bref, pour répondre à la question, l'une des principales raisons du faible taux de vaccination en Afrique est justement le manque de vaccins. Les doses disponibles sur le continent ne sont pas du tout proportionnelles aux besoins. Et en fait, vous le savez peut-être que l'Afrique développe moins d'1% de tous les vaccins administrés sur le continent. Et à l'absence de production locale de vaccins, et les pays africains s'appuient principalement sur COVAX et autres mécanismes de soutien. D'accord. Alors, justement, Dr Baldé, BioNTech annonce un accord avec le Sénégal et le Rwanda pour la fabrication de vaccins en Afrique. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain a aussi annoncé l'appui de Washington à la fabrication de vaccins sur le continent. Cela peut changer la donne? Oui, absolument. Je pense que ça, c'est une excellente nouvelle de pouvoir augmenter la capacité donc, de vaccins qui sont disponibles. Donc, ces initiatives-là, elles sont à saluer. Il faut les encourager. Il faut pouvoir les multiplier. Donc, pouvoir accroître l'industrie pharmaceutique, l'industrie manufacturière ici des vaccins, de tous les autres produits médicaux pour pouvoir lutter contre cette pandémie-là dans notre région et diminuer un peu tout cet appui dont on a besoin dans d'autres pays. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Mais qu'à cela ne tienne, il faut mentionner aussi qu'avec tous les efforts fournis par différents mécanismes aujourd'hui, il y a quand même eu une bonne augmentation donc, du nombre de vaccins qui sont disponibles. Aujourd'hui, l'enjeu auquel nous faisons face aussi, c'est comment pouvoir donc injecter ces vaccins-là au niveau donc, des personnes. Comment est-ce que l'on peut convaincre les personnes donc, à prendre ces vaccins? Et c'est là où je pense qu'il y a un effort collectif à faire, autant de la part des organisations techniques, des professionnels de la santé, mais quelque part de tous les différents leaders aussi, des influenceurs, pour pouvoir encourager les jeunes, encourager les personnes à prendre ce vaccin-là. Donc une bonne communication, je pense, un bon engagement de la société donc, pour pouvoir prendre ces vaccins-là serait quelque chose d'important. Et vous savez, un élément important, c'est que c'est vrai que la population elle est jeune, mais les gens sont en contact avec le virus. Et ça, c'est un virus quelque part qui est relativement nouveau aussi, donc les mutations qui sont en cours. Et la meilleure façon de pouvoir se protéger contre un peu la survenue de ces mutations-là, c'est de pouvoir réduire le risque de transmission. Donc, à travers la vaccination, mais aussi à travers les autres gestes de santé publique qui sont promus par l'OMS et les autres organisations. D'accord. Docteur Konaté, l'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi qu'elle étudiera la demande d'autorisation du médicament antiviral de Merck
Pfizer, de son côté, aussi dit que sa pilule est efficace à 89%. Ces médicaments pourraient-ils être mieux acceptés que le vaccin en Afrique, par exemple? Bon, les médicaments, en fait, selon les études qui ont été faites jusqu'à présent sur une certaine tranche de la population, en fait, les effets positifs de ces médicaments sont assez positifs. On a le Paxlovid de Pfizer et le Molnupiravir de Merck. Par exemple, en Caroline du Nord, ils ont fait la Creighton School of Public Health a fait une étude pour voir que, comme vous l'avez dit, le taux de décès diminue, le taux d'hospitalisation de maladies graves diminue de 89%, par exemple. Sur une tranche de 3000 personnes, ils ont vu que il n'y avait aucun décès dans ceux qui ont pris le médicament. Et il y avait 8 décès sur ceux qui ont pris le placebo. Et donc, ils ont dû même arrêter l'étude parce qu'en fait, ce n'est pas éthique. Donc, c'est pour vous dire que les médicaments sont prometteurs. Mais c'est prometteur dans cette étude, en fait. Cette étude qui n'est pas forcément ce qui va refléter dans la population normale quand ils vont le prendre. Je voulais vous préciser que là, pour les études, ils ont choisi des gens qui avaient certaines conditions prédisposées, comme le diabète, certaines conditions. Ils n'étaient pas hospitalisés, mais ils avaient des conditions là. Donc, est-ce que ces pilules-là seront effectives dans la population normale? On ne sait pas. Mais le fait est que c'est très prometteur et on pense que ça sera une très très bonne chose. Maintenant, l'acceptation par la population normale, écoutez, Monsieur Dia, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, je pense que pour éviter une mort certaine, ou bien pour éviter d'être très malade, vous êtes plus enclin à accepter un médicament. Vous n'avez pas tellement le choix. D'accord. Voilà, en tout cas, oui. D'accord, on va. Avec de l'éducation. D'accord, on va aller un peu vite. Docteur Rurangwa, vous travaillez sur un pays en crise, l'Éthiopie notamment. On a aussi vu dans le reportage de John, relaté par John, les difficultés en Centrafrique, un autre pays en crise. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre dans des pays qui traversent des situations sécuritaires, politiques assez tendues? Oui, bon, la situation en Éthiopie spécifiquement est un peu compliquée pour le moment. Les Éthiopiens font face à un double fardeau, le conflit et la pandémie COVID-19. Bon, avant de penser à la stratégie COVID-19, le gouvernement déploie des efforts énormes pour rétablir la paix et la sécurité. Bon, cela dit, le couvre-feu et la diminution de circulation résultant du conflit pourraient servir comme des mesures de confinement, bien que cela ne soit pas désirable pour l'économie et la santé mentale. Pour une durée courte, cela pourrait aider à contenir l'épidémie. Bon, une autre stratégie aussi, c'est de continuer à faire la campagne de vaccination dans les régions qui ne sont pas affectées par la pandémie, par la crise politique. Oui, et enfin, il y a les masses médias tels que la télé, les réseaux sociaux, et aussi devraient continuer à être utilisés pour renforcer les messages de prévention et de protection contre le COVID-19. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « On peut accorder aux pays africains des brevets pour fabriquer localement les vaccins au lieu des produits qui viennent de loin, ce qui pose des difficultés de logistique et de conservation dans les transports. » Et puis Hassan Oumar Boulalé à Djibouti écrit « Il faut savoir vivre avec le Covid et continuer nos activités quotidiennes car la majorité de la population vit avec tout en respectant les mesures barrières et le port de masque. L'Afrique doit assurer sa propre sécurité sanitaire. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public.
Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le Covid-19 a fait chuter le dépistage du VIH de 22% dans le monde, selon le rapport du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette tendance est réelle au Cameroun et oblige des associations de prise en charge des patients du VIH à se redéployer sur le terrain, comme on peut le voir dans ce reportage réalisé à Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Jultap. Ce jour, l'équipe de l'association Humanity First Cameroun entame une campagne de sensibilisation sur le dépistage du VIH. Le point de chute est un marché de Yaoundé. Au bout d'une heure, une dizaine de personnes acceptent de se faire dépister. Nous avons choisi particulièrement ici parce que c'est un endroit où nous trouvons plus les UDI. UDI, ça veut dire les usagers de drogue. Et comme nous savons tous que le sexe n'est pas le seul moyen pour pouvoir contracter le VIH, il y a aussi un passage par des seringues, par des lames et tout. C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour venir faire le dépistage. L'association Humanity First Cameroun œuvre pour la rupture de la chaîne de transmission du VIH. Dès le mois de mars 2020, ces activités de dépistage ont été impactées par la pandémie de Covid-19. Les statistiques étaient très bas pour l'année dernière. Enfin, lorsque la Covid était encore à son apogée, c'était très bas, allant de la mobilisation jusqu'à même l'initiation aux antirétroviraux. Et pour tout autre service, c'était vraiment très bas. Je dirais ça a drastiquement baissé de 50%. Le travail pour nous n'était plus comme on avait toujours l'habitude de faire parce qu'il fallait rassembler un certain nombre de personnes pour mobiliser ou bien sensibiliser. Donc, du coup, on a eu un frein, ce qui a fait en sorte que le travail s'est un peu retardé. Au niveau des personnes qui viennent prendre leurs médicaments ici à l'OBC, que ce soit même en formation sanitaire, il y a eu une chute, on a constaté une chute vu la Covid et d'autres qui disaient avec des préjugés que c'était déjà une forme de Covid, des médicaments Covid qu'on donnait aux gens. Responsable de la chaîne de prise en charge des patients atteints de VIH et des maladies opportunistes, ce médecin reçoit aujourd'hui en moyenne 7 patients contre 2. En pleine pandémie de Covid. À cette période, les gens avaient peur plus de la Covid. Quand tu parlais du VIH, les gens n'étaient pas trop intéressés. C'était uniquement la Covid. Quand on allait vers les gens, ils demandaient que je veux plutôt faire le test de Covid. Je veux savoir mon statut Covid plus que le statut VIH. Ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Maintenant, comme les choses sont un peu plus en train de se vulgariser, les gens ont accès aux tests, les gens ont accès des mesures de prévention, la vaccination qui est venue beaucoup aider aussi. L'an dernier, plus de 496 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun pour un taux de prévalence de 2,7%. Le Covid a pour sa part fait plus de 1700 morts depuis mars 2020. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé. Merci Emmanuel. Je rappelle nos invités. À Brazzaville, le docteur Thierno Baldé, responsable adjoint de l'intervention d'urgence pour le bureau régional de l'OMS en Afrique. Ici dans le Maryland, à Cheverly, le docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de santé du comté de Prince George. Et toujours ici aux États-Unis, toujours dans le Maryland, à Rockville, docteur Aimé Rurangwa, experte en santé mondiale, coordinatrice pour l'Éthiopie au programme PEPFAR. Alors, le docteur Baldé, notre correspondant l'a constaté au Cameroun, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un effet négatif sur le suivi et le traitement de maladies chroniques. Comment s'assurer d'une prise en charge de ces malades tout en continuant de faire face à la pandémie?
Oui, c'est un constat qui a été fait, que ce soit pour le VIH-Sida, mais aussi pour d'autres pathologies comme le diabète et puis l'hypertension artérielle. On sait que le lien de confiance qui existe entre les communautés et les institutions, les structures de santé, donc, a été relativement entamé avec la COVID-19. Mais il faut être imaginatif et il y a beaucoup d'exemples qui ont été mis en place ici dans certaines régions. La dernière fois, on discutait avec des collègues qui venaient du Sénégal, qui montraient ici des approches novatrices pour pouvoir encourager les personnes donc, à pouvoir continuer à prendre ces soins-là. Donc, l'explication, l'engagement des personnes et de pouvoir aussi mieux capaciter quelque part un peu les structures de santé en termes donc, de tous ces différents matériels et équipements pour faire du dépistage du diabète, pouvoir combiner certains éléments ensemble, par exemple. Donc, ces éléments-là sont vraiment importants pour assurer une continuité optimale de l'offre de services de santé. D'accord. Docteur Konaté, en plus des maladies non transmissibles qui se développent de plus en plus en Afrique, il y a aussi les épidémies, alors que les systèmes de santé sont très limités en termes de moyens et de personnel. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Voilà, merci pour la question. Je crois que ce Covid a été un défi pour le monde, un challenge. Et je crois que ça doit être aussi la plus grande opportunité de tirer les leçons et d'être prêt. La préparation est la clé de tout cela, de la lutte contre toute éventuelle nouvelle épidémie, pandémie qui va frapper le monde. Donc il faudrait profiter de tous les fonds qui ont été mobilisés, de toutes les mentalités qui ont un peu changé, la réceptivité à la préparation pour pouvoir mettre des structures en place, renforcer les structures qui sont déjà là, préparer des hommes et des femmes avec des compétences adéquates, pouvoir lutter contre les prochains maux qui pourraient éventuellement nous frapper. Avant de quitter, je voudrais vous dire une chose. On s'est rendu compte que la pandémie a suscité un confinement. Donc même ceux qui avaient de très gros moyens d'aller à l'extérieur pour se faire soigner, ils n'ont pas pu. Parce que les nations, soi-disant aussi avancées, aussi étaient frappées en plein fouet, comme toute autre petite nation dans le monde. Donc on doit comprendre que chaque nation doit renforcer ses propres capacités pour qu'en cas d'insurgence, on puisse prendre soin de nos concitoyens sur place, localement, et éviter les décès inutiles et les maladies inutiles. Alors, docteur Rurangwa, ne risque-t-on pas de voir une certaine ressurgence d'autres maladies qu'on croyait avoir vaincues ou maîtrisées? Bon, c'est un résultat indésirable, mais malheureusement possible. Bon, par exemple, si en Éthiopie, le pays était proche d'atteindre le contrôle de l'épidémie VIH et malheureusement à cause de la pandémie et l'interruption des services, surtout de la chaîne d'approvisionnement des médicaments antirétroviraux, ça pourrait empêcher les gens d'avoir accès aux médicaments nécessaires et entraîner une résurgence potentielle de transmission du VIH. Bon, il faut aussi dire que suite au Covid-19, l'insécurité alimentaire et l'interruption des services des soins de santé primaires tels que le programme élargi de vaccination, le traitement de la tuberculose, les consultations prénatales et même le traitement d'autres maladies infectieuses pourraient entraîner une résurgence. Bon, cependant, j'aimerais bien croire que grâce à la collaboration et la coopération au niveau national, régional et global, on pourrait voir, on pouvait contenir cette tendance, quoi. D'accord. Donc, merci beaucoup à mes invités, à qui je souhaite une très bonne fête de Thanksgiving, surtout à nos invités qui sont ici, qui certainement attendent beaucoup d'invités à la maison. Je remercie également le docteur Baldé à Brazzaville. Bonne fête de Thanksgiving à toute l'équipe de Washington Forum et à vous, nos téléspectateurs. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site voafrique.com et à travers nos télépartenaires sur le continent. À très bientôt. Au revoir.